RSSI du CHU de Nantes, enfin RSSI et SIL du CHU de Nantes. Correspondant informatique et liberté. Oui, je suis aussi le RSSI à temps partiel du groupement de coopération sanitaire e-santé Pays de Loire. Si on commence déjà par avoir des mots de passe autres que Toto ou Azerty, si on commence par arrêter de mettre les mots de passe sur des post-it sur les écrans, si on commence par arrêter de transmettre le mot de passe à la demande à quelqu'un au téléphone quand il vous le demande, et si on commence par s'assurer qu'on ne fait avec l'informatique que ce que l'on sait faire, et qu'on appelle un spécialiste et quand on ne sait pas faire, et c'est pas une honte de ne pas savoir faire avec un outil technique compliqué, déjà on éliminerait pas mal des incidents qui sont d'ailleurs pas forcément des attaques, tout simplement des pannes, des incidents, des plantages de système. Donc ça c'est pour l'usager lambda. Ça, tout le monde le dit sur les stands. Hein. Tout le monde dit que le plus gros bug il est entre la chaise et le clavier, sous-entendu entre la chaise et le clavier de l'utilisateur, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je tiens à jour, dans mes petits papiers personnels, une liste de tous les incidents que j'ai connus dans le monde de la santé depuis 1999, date à laquelle j'y suis rentré. La moitié de ces incidents sont dus au non-respect des procédures de base par les informaticiens eux-mêmes. Donc quand les informaticiens disent que le plus gros bug il est entre la chaise et le clavier, je suis d'accord mais ils n'ont pas terminé la phrase. Le plus gros bug il est entre la chaise et le clavier de l'informaticien. Qui a été exposé au risque, finalement vous êtes assez serein sur votre avis? Alors si la question est-ce qu'il y aura toujours de l'emploi pour les RSSI dans les 15 prochaines années, il n'y a aucun doute sur le sujet, la réponse est oui. Si maintenant la question est-ce que les directions des entreprises, au sens très large du terme, public ou privé, ont pris la mesure du risque système d'information et ont mis les moyens dedans, ont recruté les bonnes personnes et surtout on fait une évaluation des risques avec la base du travail qui est de considérer que y a des risques que l'on traite et puis il y a des risques que l'on accepte de garder, on appelle ça le risque résiduel. Est-ce que les directions d'entreprises publiques ou privées en France ont intégré ce mode de raisonnement? Je ne suis pas certain que ce soit le cas des 4 millions d'entreprises françaises. Et je ne suis pas certain que ce soit le cas de tous les hôpitaux en France. Donc en fait, il y a deux aspects à la question. On aura toujours du boulot. Par contre, est-ce que certains ne vont pas attendre d'avoir un gros pet avant de recruter et de mettre les moyens pour En France, on a quand même un peu tendance à attendre le gros accident avant de modifier un carrefour ou de modifier une voie rapide. Est-ce que la conformité, en particulier dans votre branche d'activité, ne va pas pousser comme les hôpitaux, les établissements de santé Si. Un des axes sur lequel les RSSI comptent vraiment, c'est le poids réglementaire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'étais dans une réunion sectorielle qui était menée par une personne du ministère et qui a annoncé des choses qu'on attend beaucoup. C'est-à-dire qui a annoncé la prochaine obligation pour les établissements de santé à déclarer leurs incidents de sécurité, ce qui existe, soit dit en passant, dans les hôpitaux américains depuis quand même pas mal d'années. Et qui a annoncé le fait que ce qu'on appelle la PSSI ministérielle, donc la politique de sécurité des systèmes d'information du ministère de la Santé, allait s'imposer en fait aux établissements par voie de décret. Évidemment, on part sur des degrés basiques, on part sur le minimum syndical de ce que doit contenir la sécurité. Mais les RSSI que je côtoie, que je connais dans le même monde que moi, et puis dans d'autres mondes d'ailleurs, attendent énormément de l'obligation réglementaire pour progresser. Aujourd'hui, dans le domaine de la gestion des risques au sens large du terme, les entreprises qui sont les plus matures, les secteurs d'activité qui sont les plus matures, on peut les citer, c'est la marine nucléaire et l'aviation civile. Ce sont des entreprises qui pratiquent ce domaine-là depuis un demi-siècle et qui en sont au niveau de gestion de maturité dans la gestion des risques auxquels ils sont, parce qu'à un moment donné, il y a eu des textes et des règlements, qu'il y a eu une volonté politique des directeurs d'entreprise à aller dans cette mouvance-là, et ils ont progressé comme ça. L'aviation civile a un demi-siècle d'avance sur la santé en France. On a besoin, sur des équipements en mobilité, de fonctions dont le praticien a besoin partout, tout le temps, n'importe où. Par exemple, dans un hôpital de taille moyenne ou dans un gros hôpital, les praticiens qui ont des spécialités très, très pointues, neurochirurgie, pédiatrie, bref, les experts, les experts dans leur domaine sont sollicités à la fois en interne et en externe pour donner des avis médicaux.
sur des patients qui n'ont pas forcément devant eux. Donc on leur transmet un scanner, une image, un diagnostic, un compte-rendu médical, et ils doivent quasiment au pied levé interpréter, donner un avis, donner une expertise, donner un conseil. Et ça, s'il n'y a pas d'appareil mobile qui les suit partout, on les empêche de travailler. On va voir arriver dans les prochaines années certains dispositifs qui, il y a 5 ans, étaient de l'ordre de la science-fiction. Par exemple, au dernier Hôpital Expo, j'ai vu que certains constructeurs proposaient des lits de patients intelligents qui sont en mesure de prendre des paramètres physiologiques de base, le poids, la tension, et de les afficher sur un écran au pied du lit par exemple. Donc ça c'est une forme d'objet connecté. Donc où va-t-on voir apparaître les objets connectés dans les 10 à 20 prochaines années à l'hôpital? On aurait bien du mal à faire une projection. Ce qui est sûr, c'est que de toute manière, dire qu'on va arrêter ce flux est une illusion. Il va y en avoir et il va y en avoir partout. Donc le CHU de Nantes qui compte 12 000 utilisateurs, il faut déjà se préparer à avoir 12 000, 15 000, 30 000 terminaux. Est-ce qu'on rangera les objets connectés dans cette catégorie-là? Je ne sais pas, mais de toute manière, ça suivra le même chemin. Les PC que l'on maîtrise à l'hôpital et sur lesquels on peut patcher les éléments de sécurité, déployer des antivirus et les tenir à jour, ces équipements-là sont sur le réseau et ont accès aux applications métiers classiques, dossiers patients, etc. Dès lors qu'on a affaire à des systèmes, ce qu'on appelle des systèmes SCADA, c'est-à-dire les systèmes techniques qui pilotent des machines, des équipements, du biomédical, des microscopes électroniques, des scanners, des IRM, c'est ça les systèmes SCADA. On a énormément de mal à déployer des patchs de sécurité et à installer des antivirus. Donc la stratégie qu'on déploie tous plus ou moins, c'est de les contingenter sur des bouts de réseau plus ou moins étanches qu'on appelle des VLAN et de faire ce que l'on peut pour déjà contingenter une attaque sur ce VLAN si jamais il y en a une et puis après prendre des mesures d'éradication du virus ou des freins du malware. Donc typiquement à Nantes on a déployé un machin qui s'appelle Deep Security de Trend Micro et qui visait ça en fait, qui vise juste à inspecter les flux qui transitent sur un VLAN considéré comme non sécurisé et à nous alerter en nous disant mais voilà, là telle adresse IP, il y a une suspicion d'infection virale et après charge aux équipes d'aller physiquement se déplacer sur l'équipement et puis de réaliser tout un tas de manipulations pour valider le fait qu'il y a ou pas une infection de malware et puis après désinfecter le poste. Mais aujourd'hui la stratégie unique qui consiste à dire on aura des antivirus partout, on mettra à jour les patchs partout, c'est pas possible, on peut plus faire ça. Donc il faudra segmenter et avoir les outils qui vont bien en fonction de la typologie de l'équipement. Donc typiquement, c'est le genre de stratégie qu'on mettra en place pour les objets connectés, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. On va les isoler, les contingenter, les mettre dans des bacs à sable très précis et procéder comme ça, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui, dans un monde aussi protéiforme informatique, raisonner comme on raisonnait il y a 15 ans.